Léo Katanga a une histoire footballistique à raconter. Sa passion pour ces sports rois est indéniable. Au-delà de ses richesses du sol et du sous-sol, Léo Katanga regorge surtout à son étendue de jeunes qui passionnent de devenir des grandes stars du football. Ainsi, Danny Kayem, opérateur sportif, sera avec nous au cours de cet épisode de la team JMJ. On va explorer les défis, les opportunités et les perspectives dans l'encadrement des jeunes talents. Les jeunes talents sont les features de notre football, surtout quand ils sont bien encadrés et bien exposés. Et oui, la seule grande vitrine au pays, c'est la Ligue nationale de football des championnats d'élite du football en République démocratique du Congo a clôturé il y a peu sa manche allée et sa phase classique. Et aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Le bilan des clubs de la République démocratique du Congo lors des interclubs de la CAF lors de la saison 2013-2014 était sans nul doute ultra positif. L'heure était à l'appréciation des performances des clubs congolais en Ligue des Champions. Cette année-là, le tout-puissant Mazembe Anglebert ainsi que l'AS Vita Club de Kinshasa ont réussi à se hisser en demi-finale de la compétition roi dans le continent africain. Et cela était pour le plus grand bonheur de tous les footeux congolais. Au cœur de cet épisode, eh bien, on va vous faire revivre ce moment historique du football congolais en termes des clubs. Voilà, les castings étant complets, la team JMJ, c'est parti comme d'hab. On se joue autrement. Voilà, on commence l'émission de ce samedi. Voilà, spécialement aujourd'hui, c'est ma semaine. Après un long moment, j'ai eu le temps aussi de faire ma semaine. Fallait que ça arrive, c'est bon. Lui, ça se voit qu'il a eu le temps de faire des achats. Il a changé son style vestimentaire, il faudrait en parler. Non, pas vraiment, pas vraiment. Je suis resté. Mais qui ça, mon Dieu? On ne va pas dire, pour ton bien, on ne va pas dire. Là, tout de suite, on ne dira pas. Ah, ok, mais quand même, dans ma vidéo, il n'y a pas ce style-là. Mais tu sais, au début, quand je commence avec les styles, j'ai eu à recruter mon photographe personnel. Ok. Ouais. Mais ça, vous savez que c'est... Voilà, il est sous, c'est pas quoi mon photographe personnel. Il faudra vraiment qu'on puisse taxer maintenant la prise des photos parce que c'est évident. C'est un Non. moment entier. Là, tu veux entrer dans des secrets diplomatiques. Et lui n'est pas le seul. Il y en a une autre aussi qui sera là dans un instant. Voilà, on va d'abord sur la vidéo. Même si on va me dire que j'ai changé mon style, mais quand même, j'ai eu une semaine pleine au boulot avec beaucoup d'histoires à faire. Les programmes par-ci, le journal par-là. Donc on s'est bien amusé au travail, on va suivre ça. C'est mes occupations quand je suis à la maison, Nollywood. Regardez-moi les gars, je suis sur Nollywood, regardez. Regardez, je suis sur Nollywood. Voilà, on est d'attaque. Voilà les gars, c'est le matin. Aujourd'hui c'est lundi, voilà, on se réveille, on est d'attaque pour aller maintenant attaquer la journée avec de nouvelles choses. Voilà, là je me dirige vers le boulot, voilà. Voilà, on s'apprête pour rejoindre les sports, donc en sport, c'est par exemple on va commencer ce lundi, donc on va faire l'actualité sportive de la semaine. Voilà. Merci de nous regarder sur Francier Télévision, bienvenue à cette session de formation sportive, d'abord la grande articulation. Et dans la famille, voilà, sur la maison. Comme je vous dis dimanche, je suis sur Nollywood, voilà, je suis en train de suivre un film sur Nollywood. C'est mes occupations quand je suis à la maison, Nollywood. Regardez-moi les gars, je suis sur Nollywood, regardez, je suis sur Nollywood. Voilà, on est d'attaque. Voilà les gars, c'est le matin. Aujourd'hui c'est lundi, voilà, on se réveille, on est d'attaque pour aller maintenant attaquer la journée avec de nouvelles choses. Voilà, là je me dirige vers le boulot, voilà. Voilà, on s'apprête pour rejoindre les sports, donc en sport, c'est par exemple on va commencer ce lundi, donc on va faire l'actualité sportive de la semaine. Voilà. Merci de nous regarder sur Francier Télévision, bienvenue à cette session de formation sportive, d'abord la grande articulation. Et dans la famille, voilà, sur la maison. Comme je vous dis dimanche, je suis sur Nollywood, voilà, je suis en train de suivre un film sur Nollywood. Ça fait partie de mes occupations, de mon temps, donc ça m'occupe pendant mon temps de repos. Nollywood, les films Nollywood, ça me passionne là. Sur la maison, en même temps, je suis en train de préparer Fresh Beat. Voilà, donc votre dose du week-end, je suis en train de préparer ça.
Voilà, Joël Banewa, jusque-là, je reste les seuls qui n'ont pas encore eu le temps De boire un peu d'eau. de se dégager un peu comme Jean Chouy récemment. Non, mais écoute, non, il y a un moment où je vous prendrai par force. Vous les verrez dans ma semaine, je les prends. Voilà, je les prends dans ma semaine, question de boire un peu d'eau minérale, de respirer, Et ça, c'était vraiment de l'eau. Mais après, Ça reste de l'eau. qui n'est pas l'eau. Ouais, franchement. Ouais, mais c'est ce qui est évident. Mais après, il faudra dire que à force de travailler dans notre métier, on trouve beaucoup plus de plaisir à faire ce que nous faisons. Franchement. La raison pour laquelle, à un certain moment, on dit on se détend dans le travail. Donc, tout le temps, il faudra que tu sois à surveiller des programmes qui sont en cours, à faire des émissions, à monter certains et tout consort. Parce que tu quittes dès là vers la maison et tu es tout de suite abattu et tout ce que tu as à faire, c'est du fois t'es couché. Et quand ça devient chronique, régulier, tu ne sens pas forcément que tu es trop pris, alors que en réalité, comme Joël aime bien le dire, En réalité, t'es pris et ça ça décroche. nous entend dans la pensée, dans la mentalité de faire les autres choses. Ouais. Moi j'ai les rejoints. Il faudra qu'à un certain moment qu'ils nous kidnappent, nous on l'autorise Ouais, tu as l'autorisation, franchement, tu as l'autorisation. Et on descend sur le Bombachi. Évidemment, c'était ça, ma semaine. Voilà, ma semaine qui était beaucoup plus ancrée dans les travaux arc-en-ciel télévision. Mais ici, on va baisser un peu la voix. On va faire les bilans, c'est l'heure du bilan. Et si on avait même le temps de mettre la chanson de Kofi Olomide, on va les mettre cette chanson. Voilà, c'est dans la partie on refait le match. Voilà, aujourd'hui, on va pas vraiment refaire les matchs, on va refaire les matchs de la Ligue nationale de football dans sa phase classique pour bien sûr la manche aller. Jean Chouy, déjà il y a les équipes qui ont bien commencé. Là on est d'abord sur le terrain. Les équipes qui ont bien commencé les pelotons de cette Ligue nationale de football d'abord pour ce qui est du groupe A, mais au final on a les classements de chaque saison, de chaque année. C'est Mazembe, le Popo et les autres suivent derrière. Donc, on fait d'abord un aperçu général sur ce qu'a été le groupe A dans cette phase classique de la Ligue nationale de football. Moi je l'ai toujours dit, dans le groupe A, il n'y a pas tellement de concurrence directe pour atteindre Mazembe et le Popo qui sont deux géants de ces côtés ici. À un certain moment, au début de la saison, on a son devoir de Zombachi Sport par exemple, qui s'est targué d'avoir l'ambition d'aller loin. De commencer par faire mal à ceux qui dominent cette poule et malheureusement dire et bien sûr ambitionner sur le terrain, c'est deux choses totalement différentes. Donc derrière il y a des moyens conséquents qui sont mis, que ce soit à Mazembe, que ce soit le Popo, qui ne sont pas à Messi, qui ne sont pas à Simba, et ce qui fait à ce que le résultat sur le terrain pas c'est lui voulu derrière des conférences, des presses et des cravates comme ça se fait de temps en temps. Donc en gros, personnellement, je pense qu'il n'y a pas assez d'échangements. On est parti pour avoir ces classements de chaque année. Un Mazembe aussi fébrile sur les continents africains, mais qui peut venir... Même dans son début de la Ligue nationale de football. Effectivement, mais qui peut se réveiller à un moment avec des matchs choisis à la limite pour la fin. Oui, effectivement, et gifler tout le monde et terminer en tête. On sait que le Popo, effectivement, ils ont bien à voir un regain de forme, effectivement, ils ont bien à voir un entraîneur, de joueurs et tout ce qui va avec, mais parce que le rêve des plus géants, c'est celui des battre Mazembe, derrière, ça néglige certains matchs et ça finit toujours en deuxième position. Donc en gros, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas vraiment des changements. C'est pas seulement une impression, c'est ce qui est sûr, il n'y a pas de changement. La grosse déception, c'est Don Bosco. Oui, c'est l'équipe de la famille Mazembe, oui, c'est l'équipe qui joue la carte sur les corbeaux. Mais voilà, pour moi, j'ai pensé que cette saison, avec l'arrivée de Pamphile Miao, la qualification serait assurée sans beaucoup de difficultés, même s'il faut le dire, ils sont qualifiés. Mais après, il faudra voir de quelle manière ils y sont arrivés. Donc, en gros, je crois que les constats, il est celui-là, il est celui de chaque jour, il est qui la chine, comme on aime bien le dire. Et
faudra attendre longtemps pour voir des équipes comme Blessing, comme Bazano, comme Simba, des dirigeants comme Simba, qui a une présidente qui semble être puissante en parole, mais qui est aussi impuissante dans l'action parce que ça ne suit catégoriquement pas avec ce que nous sommes en train de voir sur l'heure des jeux et Ndaoula Lopembe qui les rassure. Je Banewa, on est resté statico par rapport au classement des dernières saisons, ici dans la phase classique, pour ce qui est du groupe A. Mazembe qui a mal commencé, mais après c'est Mazembe qui finit la phase aller avec un bon classement. Un aperçu général sur l'histoire. Le Popo qui avait battu Mazembe avec l'espoir de finir premier, mais après Mazembe, c'est montre qu'il est toujours les tout. L'histoire, pas ça, mais l'histoire est têtue. L'histoire du football est têtue parce que la vérité c'est sur le terrain. Le football ne ment pas. Moi j'ai comme l'impression que le football est à la limite d'une science exacte. Ce qui se passe, c'est qu'on a un tout puissant Mazembe Anglebert, je l'ai dit depuis le début de la saison, depuis l'intersaison, le début de saison. C'est la version la plus mauvaise du TP que moi j'ai eu à rencontrer. Mais seulement que la vérité est en train de se traduire avec ce classement final. C'est-à-dire que Mazembe, il lui suffit d'avoir 40% de ses possessions et surclasser tout le monde. Et c'est ce qui fait mal dans ce championnat. Voir une équipe comme Mazembe Anglebert, dont moi le premier, avoir taillé toutes les critiques sur cette équipe-là, mais elle finit tout de même première de ce groupe. Donc ça veut dire qu'on a en face une équipe de Lupopo, Jean l'a très bien dit, je vais emprunter ces mots. Le plus grand rêve pour ce club-là, c'est de battre Mazembe. À partir du moment où ils l'ont fait, tout s'arrête là-bas. Or, c'est une équipe qui est en progression. Et d'ailleurs, le fait qu'ils ne soient pas premiers prouve encore et doit sonner l'alarme chez les supporters en leur disant attention, Lupopo reste un grand club mais qui est encore en progression. Et aujourd'hui c'est ce qui fait en sorte que Lupopo se retrouve deuxième malgré la force qu'il a. Moi je l'ai dit plusieurs fois, l'effectif du FC Saint-Lupopo est largement supérieur à celui de Mazembe, mais seulement que Mazembe a l'expérience, le vécu et la réalité du football qui fait que Mazembe finit premier. Sur le reste, on a toujours des clubs, Jean l'a dit, il y a des clubs qui parlent plus que ce qu'ils ne font. Lubumbashi Sport, Bazano par moment qui essaie de mettre du bruit, et la grosse déception qui est Simba. C'est des clubs avec des dirigeants aux grandes gueules, mais sur le terrain, c'est des coquilles vides. C'est ce qui fait en sorte qu'on a toujours ces décalages-là. En dehors de ça, la belle surprise reste quand même l'équipe de Tanganyika, promue, qui est quand même troisième derrière le TP et l'UFC Saint-Lupopo. Ça, c'est la belle surprise. Ils ne font pas énormément les bruits comme les autres, mais ils ont les résultats sur le terrain. Malheureusement, ils ont perdu, je crois, 2 joueurs lors du dernier mercato. Mais ça fait en sorte qu'on a un projet sportif qui tient la route du côté de Tanganyika. Pour le reste, c'est la même chanson. On sait que voilà, c'est toujours Don Bosco qui va venir compléter. C'est toujours les mêmes équipes qui reviennent. Mais on a vraiment un championnat qui n'est pas au niveau où moi je l'attendais. Parce que quand on regarde Lupopo, on regarde aujourd'hui sa place dans le classement. On était persuadé qu'ils vont passer devant le TP. Mais le football a ses réalités que parfois elle-même la réalité ignore. Et ça fait en sorte que Mazembe, même à 30%, ils sont toujours en tête. Frédéric Kitenge, le secrétaire général de cette équipe, l'a dit un jour à la télé que Mazembe, c'est le favori permanent de cette Ligue nationale de football. Et on le voit parce que la version, elle est mauvaise. L'équipe du TP n'arrive pas à avoir le niveau qu'ils avaient dans le temps, mais c'est suffisant pour que Mazembe soit quand même leader de ce groupe. C'est Saint-Lupopo qui avait quand même bien commencé le championnat. Et on avait même... on se faisait même à l'idée que l'équipe avait cette saison le moyen pour aller chercher la Ligue nationale de football et même chercher la première place de ces groupes A de cette Ligue nationale de football, mais l'équipe aussi s'aborder par après. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette équipe du FC Saint-Lupopo alors que Mazembe tardait encore les pas avec des matchs nuls, de défaites. Mazembe finit par contre premier. Non mais l'équipe a les moyens d'aller chercher cette Ligue nationale de football, mais il faudra encore savoir si en dépit des moyens qui disposent les clubs, il y aura ces côtés sérieux et surtout ces côtés des constances des projets. J'ai une idée ici, le plus dur avec le Lupopo, c'est qu'on peut bien commencer avec un objectif clair et précis. À la longue, il y a une certaine léthargie qui s'installe et ça change des bords. Parce qu'à un certain moment, il faudra qu'il y ait certaines polémiques qui ne permettent pas au club de se préparer comme il se doit. Parce
qu'à un certain moment, il faudra que, malgré les travaux qui a été fait sur le terrain en termes techniques et tout ce qui va avec, il faudra qu'on puisse ramener certains joueurs qui forcément ne rentrent pas dans la façon de faire de l'entraîneur, que ce soit lui ou que ce soit quelqu'un d'autre qui les recrute, parce qu'à un moment, ça plombe la façon de faire de Lupopo, et au finish, on a une équipe de football qui paraît grand, qui a les moyens, qui est ambitieuse, mais dans la coquille, ce n'est pas certainement ça ce qui se passe. Donc ça se répète 2, 3, 4 saisons, mais là, ça devient gravissime. Donc, je crois que le Popo est en train de s'élever ou de s'enchevêtrer dans cette circonférence dans laquelle ils sont depuis 3 saisons passées. Et derrière, petit à petit, ils ne voient pas que ça nuit à leur projet, aux ambitions du président du club qui est Jacques Aboula, qui a promis que, bon, après les débats comme la Confédération, il faudra refaire les choses, essayer d'époussiéter la machine, faire partir tous les éléments qui étaient gênants. On a parlé de Donin, du Papi, Magasuba, et certains joueurs qui ne rentraient plus dans les projets de l'équipe, mais derrière on continue à recruter, et à un certain moment, j'ai comme l'impression que ça risque de porter préjudice si jamais ça bougeait les dispositifs sur l'aire des jeux. Donc, mais attention quand même. Je crois personnellement que les projets, il est bon, mais il faudra s'inscrire dans la constance avec les joueurs qui ont déjà donné. C'est une partie de saison, c'est vraiment une partie de saison. Je crois qu'il y aura la manche retour, et après la manche retour, il y aura les playoffs. C'est encore dans ça, voilà, ça c'est encore dans les guillemets. Mais je pense que c'est une équipe nettoyer la machine, ils l'ont fait. Il faudrait quand même rappeler que le Popo a changé d'entraîneur au début de saison, c'est qui a créé ces bons résultats. Ça a créé de bons résultats, mais le même entraîneur a été suspendu pour des propos en guillemets racistes. Et ça lui a mis en dehors de son collectif, en dehors de son équipe. Vous savez, il y a une différence entre un entraîneur qui fait les séances d'entraînement et un entraîneur qui dirige son équipe pendant le match. Et ça, je crois que ça a déstabilisé à un moment les cheminots. Mais en dehors de ça, même en termes de mercato, il y a une sérieuse cohérence dans cette équipe-là. Ils ont libéré Ouantete, ils ont libéré Obassi, je crois. Et aujourd'hui, ils recrutent le Camerounais, j'oublie son nom, celui qui est Djoumekou, Maxime Djoumekou, qui vient des Aigles du Congo. Donc ils ont pris le latéral gauche de Tanganyika pour pouvoir avoir donné une doublure à l'ami, j'oublie le nom, le latéral gauche du FC Saint-Ouen Lupopo. Et aujourd'hui, ça fait en sorte qu'il y a un recrutement qui est bien orienté, bien ciblé. Il y a Pépite du CS Don Bosco. Pépite, il a quand même avancé en âge, mais le fameux Pépite, c'est pas un bon talent. Il a toujours eu un talent exceptionnel, Boubou, mais il est quand même là. Et moi, je me dis, pour une équipe comme ça, se targuer d'avoir un bon banc de touche et un bon collectif, c'est toujours positif. Mais ce qui manque à cette équipe du FC Saint-Ouen Popo, c'est l'enchaînement. Et dans le football, on sait que c'est la régularité qui crée justement un collectif, qui crée les résultats, etc. Donc aujourd'hui, à partir du moment où le Popo n'arrive pas à avoir cette régularité-là, ça fera en sorte qu'on va toujours douter du projet. Mais les soubassements de ce que moi je vois de cette équipe-là, c'est du sérieux. Et pour moi, je place cette équipe-là deuxième après Mani Magnon pour aller chercher le sacre final. Deuxième après Mani Magnon, une passe décisive que Joël Bagno vient faire, bien sûr. Pour parler bien sûr de ces groupes B de cette Ligue nationale de football dans sa phase classique. Avec club qui a commencé en titubant au début, mais avec club qui s'est ressaisi et avec club est arrivé à se mettre dans des bonnes conditions jusqu'à la fin de cette phase aller de la Ligue nationale de football. Pareil avec l'équipe de Mani Magnon qui a bien commencé, qui a continué sur sa lancée dans cette Ligue nationale de football, mais pour un autre région de Kinshasa, c'est de CMP. Là, ça n'a pas marché. On fait aussi un bilan général sur le terrain par rapport à ces équipes-là du groupe B de la Ligue nationale de football. De ce côté-là, les plus importants étaient de retrouver Vita Club, d'avoir Mani Magnon qui joue la Ligue des Champions cette saison. C'était déjà ça. Donc l'un des deux, il manque quand même. Ça fait beaucoup de bruit. Pourquoi avec Club ? Parce que avec Club, c'est un sérieux investissement avec nos amis turcs qui sont arrivés à l'équipe. Vous le disiez ici, c'est un club qui commence la saison difficilement, qui connaît tous les mots qu'une femme nouvellement mariée peut connaître dans son foyer. Et oui, effectivement, mais derrière, ils ont su redynamiser les choses, ramener un nouvel entraîneur, faire partir des joueurs qui ne rentraient plus forcément dans le projet du club.
Donc ça permet à ce qu'il y ait de l'aération, que le club finalement puisse respirer et petit à petit retrouver son rythme. Ça c'était hyper bien. Mais derrière, l'équipe qui m'a un tout petit peu inquiété, c'était l'AS Maniema-Union parce que ça a beaucoup plus donné en Ligue des Champions, la Ligue nationale de football. Ça a bien commencé. Tout à fait, ça semblait un peu venir à petits pas et ça a eu des répercussions après l'élimination, même s'ils n'ont pas perdu de match, mais à les voir jouer, on sent qu'ils sont encore sur les dards de la saison africaine qui s'est plutôt un tout petit peu mal passé pour eux. Donc en gros, je crois que derrière c'est ça. Maintenant pour revenir à la question qui était de savoir, en dehors de noms que nous devions retrouver les Daring Club Motema Pembe, c'est des mots qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a 5 dernières saisons, on parle des SMP qui n'arrivent pas à se relever depuis les départs de Vidi Chimanga qui était venu impulser cette nouvelle façon de faire, mais qui est parti aujourd'hui, qui a un nouveau club, qui marche bien du Congo, qui marche hyper bien, c'est un projet aussi constant. Et derrière il y a Paul Kassembele, je le dis souvent, c'est un amoureux de football mais qui n'a pas les moyens qu'il faut pour diriger un club comme les Daring Club Motema Pembe. Les gens pensent que le football au pays, c'est avoir un bon discours. Non, ça suffit pas parce que les joueurs que tu as dans ton équipe, ils ont des familles, ils ont des copines, ils ont des ceci, des cela. Donc ça, c'est des gens, ils méritent d'être payés du travail qu'ils font. Donc derrière, ça fait que vous avez un grand nom comme les Daring Club Motema Pembe, mais ça reste pas l'équipe qui peut faire peur à qui que ce soit. Et dans la suite, il y a l'équipe de Renaissance du Congo qui a aussi commencé tambour battant, mais qui finit toujours par les mêmes histoires. Parce qu'il y a un problème d'investissement cruel qui manque aux dirigeants de ces clubs-là, mais aussi d'organisation. Parce que les investissements, ça ne suffit pas. Parce que vous n'allez pas dire qu'aujourd'hui, l'équipe des Anges Verts de Kinshasa est mieux nantie, mieux lotie que, je ne sais pas, l'équipe des Daring Club Motema Pembe, tout ce qui va avec. C'est des moyens des bords, mais qui sont organisés. C'est pas ça, les cas, avec les Daring Club Motema Pembe et l'équipe de Renaissance. On est beaucoup plus dans l'histoire de lui, il est partisan, et c'est Lucie qui est parti, qui a laissé ses hommes, et donc on ne peut pas faire avec lui, il faudra faire venir tel. Et dans ces brouhahas, ça fait que le club, finalement, il s'en sort pas. Malheureusement, c'est ça. Bah, le constat, il est pratiquement le même parce que, écoutez, vous expliquez à un Sud-Africain ou, je sais pas moi, un Marocain, vous l'expliquez que le championnat congolais s'est joué en 2 zones et qu'il y a une zone où il y a Mazembe, il y a une zone où il y a Maniema-Union, il te dira, au vu de ce que j'ai vu cette saison, Maniema-Union certainement est premier à gauche, Mazembe est premier à droite. Et c'est la réalité aujourd'hui parce que Mazembe est leader dans son groupe, Maniema de l'autre côté. Ce qui fait mal, et bizarrement d'ailleurs, le Vita Club est deuxième parce qu'il lui aussi il a été en compétition africaine. Le Popo aussi est deuxième malgré ses 5 jours faits en Coupe de la CAF. Donc aujourd'hui on a un football congolais qui stagne. L'AS Vita Club de Kinshasa, c'est vrai que Vita Club est en train de refaire le projet, etc. Même si ça a mal débuté et avec l'arrivée des Dabo, il y a eu quand même une forme de stabilité. Mais c'est une équipe qui, à mon avis, aurait pu faire mieux. On comprend. Et il y a toujours une mesure de prudence avec cette équipe-là parce que le collectif a été complètement décimé. Tous ces joueurs-là, ou pratiquement 90% de cet effectif, n'ont jamais joué à la Ligue nationale de football. Et les voir être deuxième d'un championnat qui n'ont jamais joué, c'est quand même quelque chose à encourager. Mais sinon, pour le reste, moi je suis très déçu. Desampé, c'est ce cadavre-là qu'on enterre, qu'on tue tous les jours. En fait, c'est une équipe, c'est plus qu'une coquille vide. C'est aberrant de voir Desampé continuer dans ça. Kassembele, c'est vrai, Jean-Claude a parlé de lui plutôt. Jean-Claude a parlé de lui tout à l'heure, j'ai l'habitude de Jean-Claude, mais il l'a dit, le discours il est bon chez ces messieurs-là. Il nous a ramené Jacques-Henri Hérault la saison dernière, l'ancien président de Marseille. Il nous a donné un projet dans la bouche, pareil que son homologue, Zoné Pichi. Mais le problème est que il ne suffit pas de parler, il faut poser les actes. Renaissance du Congo, le constat est pratiquement le même, seulement que Renaissance c'est une équipe qui bénéficie des talents locaux. Il y a beaucoup de talents de Kinshasa qui partent facilement du côté de Renaissance, mais seulement qu'il n'y a pas de projet du côté de Renaissance. Il n'y a pas de projet tout court. Renaissance, c'est venez, entraînez-vous, jouons et essayons de... Il n'y a aucune ambition dans cette équipe-là. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a une popularité autour, mais aucun projet. L'AS Maniema-Union, je ne sais pas pourquoi Jean est dur envers Maniema-Union, c'était quand même une première pour eux en phase de groupe et ils avaient un championnat à gérer. Donc la gestion entre les matchs importants du samedi et un match où tu vas jouer, je ne sais pas moi, Bukavu Dawa en semaine, ça se gère différemment. Et les effectifs, et même le joueur dans sa tête, Jefté Kitambala ou Agé Bassiala, tu lui dis mercredi ou peut-être ce dimanche, tu joues en déplacement dans un terrain bizarre du côté de l'Est de la République.
et que tu dois faire un choix entre jouer ce match-là et jouer en Algérie contre les. Mais ces joueurs ils font le choix à devenir grands. Non mais justement c'était une première expérience okay. Et je crois que dans leur tête la priorité était logiquement la Ligue des Champions. Mais malgré ça, ils ont quand même géré. Ils ont 2 matchs en retard, mais ils sont premiers parce qu'il reste, je crois, le match contre justement Dawa, Bukavu Dawa, et les matchs contre l'Étoile du Kivu qui doit se jouer à l'est de la République. On sait tous le contexte compliqué en ce moment. Donc avec 2 matchs de moins, Magné Magnon est quand même leader de ce championnat. C'est qui a encouragé. Et donc c'est un groupe qui a respecté la logique de la réalité de notre football. Mais un petit big up, mais une petite note positive sur l'équipe de l'AF Anvers, parce que c'est aussi un promu, pareil que Céleste. Moi je m'attendais à voir Céleste finaliste. C'est les Tanganyika du groupe B. Justement, moi je pensais plus à Céleste parce que Céleste a quand même été finaliste de la Coupe du Congo, devenue la Coupe du Président, c'est la voix. Mais ils ont été finalistes. Mais il y a eu quand même cette équipe d'Anvers qui est la véritable surprise. Ils ont fini 6e de cette manche aller, ce qui est une place qualificative pour les playoffs. Donc c'est à encourager de voir ce club-là qui vient de la Ligue 2 du côté de la zone de Kinshasa et tout. Ils ont quand même fait un bon parcours et c'est une équipe, pour avoir vu quelques matchs d'Anvers, qui te propose quand même un football intéressant. Et là c'était sur le terrain, on a essayé un peu de balayer cette phase aller de la Ligue nationale de football dans sa phase classique, mais dans l'organisation. Jean Tchouli, qu'est-ce que vous a marqué positivement ou négativement de cette Ligue nationale de football par rapport à cette manche aller dans tous les deux groupes? Bon, après, le positif, c'est qu'il y a des matchs qui se sont joués et que l'organisateur a fait un effort pour que terminions les fûts que la manche allée de cette phase classique. Ça, c'est hyper important parce que derrière, quand on pose la question est-ce qu'il y aura-t-il une manche retour, il n'y a pas de certitude pour ça. Parce que moi, j'ai eu à parler avec l'un de personnes proches de l'organisateur. Ils te disent que même les règlements du championnat lui-même n'a pas clairement précisé s'il y aurait une manche retour dans la phase classique. Didier Chivanga aussi a parlé de ça. Ce qui est vrai. Donc en gros, à la hâte. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça parce que les contextes dans lesquels nous sommes ne permettent pas forcément au club de justement de faire les deux. Prenons les clubs qui viennent du Kasaï, par exemple, il y a Tchinkounkou, Malolé et Sangabalende qui semblent avoir beaucoup plus de déplacements que les clubs qui sont de Lubumbashi et qu'à un certain moment essayer de faire les deux, ça devient coûteux et ça permet à ce que certaines équipes puissent respirer financièrement. Donc en gros, c'est ça la plus grosse difficulté. Maintenant, derrière, est-ce qu'il y a-t-il vraiment de vraie positivité en parlant de ces championnats? Est-ce qu'on doit vraiment réellement démarrer dans cette organisation que je trouve franchement très poétastre, que je trouve pas vraiment à la hauteur de notre football, de notre pays, de l'histoire du football que nous vendons au niveau continental. Personnellement, ça ne permet pas à ce qu'il y ait beaucoup de compétitivité et c'est ça que nous a trahi dans les interclubs la CAF. Et derrière, ça semble une musique arrangée, accordée, une symphonie adorée, que ce soit par les clubs et l'organisateur du championnat, parce qu'à un certain moment, à n'importe quel moment, j'allais dire, on peut se mettre d'accord que ça s'arrête et ça s'arrête. Et on recourt au classement de la saison dernière parce que c'est les bruits qui circulent. On ne va pas parler des rumeurs ici, mais franchement, c'est honteux et ce n'est pas beau. On retient un bilan honteux pour cette organisation de la phase classique dans sa manche à ligne Joël Banéva. Oui, on a comme l'impression, vous savez qu'il suffisait d'un petit peu de bonne volonté. Vous savez, j'ai comme l'impression que dans cette ligue-là, c'est un peu tout le monde qui donne son idée. Et le Connor qui est censé chapeauter tout ça est en train lui aussi de contribuer à la non-évolution ou à la non-normalisation de ces championnats. On a une phase allée qui est quand même finie, gloire à Dieu. Et à la manche retour, existera-t-elle? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on retient quand même qu'il y a beaucoup encore des méandres dans cette organisation. Seulement que, on l'a vu déjà à l'intersaison, c'était des signes forts. Il y a des clubs qui sont aujourd'hui en Ligue 1 qui ne méritent pas d'être en Ligue 1. Je vous parle de Sangabalende qui mérite la Ligue 2. Je vous parle de Bazano, incapable dans les 2 premières journées de monter sur le terrain parce que le club n'a pas été affilié. C'est un club de Ligue 2. Il y a énormément des laissés-aller qui ont eu lieu dans cette organisation qui fait en sorte que on se retrouve dans un championnat qui aujourd'hui est mal organisé. Et c'est une chanson que l'on connaît, on connaît la suite, on connaît déjà les tenants et les aboutissants. Seulement que Jean-Claude...
Allez, Jean Joly, on peut te rebaptiser. C'est vrai que Jean l'a très bien dit. C'est une honte et c'est vrai. Moi, ça ne trahit pas forcément en coupe de la Confédération, mais ça trahit notre football et ça fait en sorte qu'on ne progresse pas. C'est pas la première fois qu'on a ces discours ici, mais on espère simplement que les choses pourront changer. Sur la trahison, messieurs, je pose la question, est-ce que ça ne va pas trahir aussi les sponsoring avec... Ah mais c'est ça, on a un sponsor qui vient à peine d'arriver, qui a investi de l'argent, qui a créé un système autour, mais qui voit peut-être... On a dit on aura 2 manches dans la phase classique. Et en fait, on sait qu'on a eu, ce qui est vrai, on sait qu'on a eu ce sponsor-là par la voix des dieux. C'est un miracle. C'est un miracle que ce championnat aussi mal organisé et qui a soit sponsorisé. Qui a apporté des innovations. Et justement, ils ont fait mais maintenant le problème est que si ce sponsor-là est dégoûté, croyez-moi, il n'y en aura pas d'autres. Ça ne motivera pas d'autres. Il y a des championnats dans les pays voisins qui ont 4, 5, 6, 7 sponsors. Mais nous, avec à peine un sponsor, on ne s'en sort pas. Et c'est triste. Et moi, je me pose la question de savoir, est-ce que ce sponsor-là va tenir 1 année ou 2 ans? Jean-Joy, est-ce qu'il va tenir? Après, ça faut poser la question au sponsor en question pour être précisé là-dessus. Mais après, vous savez, on le dit assez souvent, les problèmes, c'est même pas la Ligue nationale du football. Le problème, c'est les Connors. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Connors? Les Connors. Okay. Oui, attention. Les Connors. Fais attention. Qu'est-ce que veut les Connors pour notre football? Et est-ce que vous trouvez ça normal qu'un championnat d'un pays qui a plus de 120 millions d'habitants aujourd'hui, que nous ayons un seul partenaire et que ce partenaire, effectivement, on les miraculeusement, ici on les rappelait par Joël, et que même ces miracles-là, il est aussi infime que nous proposerait un 150 000 $ pour les gagnants seulement, qui nous couvriront même pas les frais de voyage et après on met ça en péril pour une mi-saison, mais quand même on l'a celui-là. Mais comment on le traite? Comment on le gère? C'est ça le problème. Est-ce que ceux qui gèrent les Connors, en dehors d'être spécialistes en finance et tout ce qui va avec, ont-ils des vraies notions sur la gestion des partenariats dans le football? Est-ce que ça peut apporter? Parce que ça, franchement, ça saute aux yeux. Voilà. Le sélectionneur, il a dit ouvertement, au pays, il n'y a pas de football. Il n'y a pas d'organisation. Lui aussi, il n'est pas ça. Il a encouragé un stage qui a arrêté le championnat. Lui aussi. Écoutez, on va parler des mondial match et tout ce que vous voulez. Mais après, ce qu'il a dit, c'est hyper vrai. Ça permet pas vraiment aux talents qui sortent de notre football de grandir, d'exploser et de se faire voir ailleurs. Franchement. On retient ça, donc ça met en péril les sponsoring. Donc cette Ligue nationale de football doit vraiment s'y refaire pour que les choses marchent très bien. Joël Banewa l'a bien souligné. Les sponsoring de cette Ligue nationale de football est vraiment en danger pour les restes des saisons qui viendront, parce que c'était 3 ans la signature. Et on croise les doigts si ça va continuer pour les 2 ans qui arrivent. Il faudra finir celle-ci et puis voir ce que ça va donner. Mais c'est comme on te fait marier à une femme que tu n'aimes pas. Voilà, ici on va faire, donc on va survoler l'actualité sportive ici au pays et en international, c'est dans les Alpes. Voilà, Nice Mukebou déjà sur ces plateaux avec qui on va donc survoler l'actualité sportive ici au pays et en international. Et déjà on commence avec ses premiers titres. D'abord, bonjour à vous Nice. Bonjour Merveille. On met dans l'ambiance. Voilà, Mercato, Meshak Elia, il signe en France dans l'équipe de Nantes. Effectivement, l'international congolais, Elia Meshak, a été prêté en France, il faut le signaler. Son contrat avec le club suisse des Young Boys est de 6 mois. Donc il a été prêté en France. Il est désormais canari, il est prêté pour 6 mois. Ouais, 6 mois, c'est bien pour lui parce qu'il faudrait quand même rappeler ici que Meshak Elia sort quand même d'une période humainement tragique avec le décès de son fils. Et je crois que sortir de cet environnement-là peut humainement lui permettre de se sentir bien. Mais en dehors de ça aussi, il évolue dans un championnat où il a pratiquement tout fait. Il a presque tout gagné avec ce club-là. Il était peut-être temps de pouvoir essayer de voir ailleurs. Nantes, c'est peut-être pas le club qui lui correspond le plus parce que Meshak Elia, il est quand même le titulaire d'un des plus grandes nations du football africain. Le voir aller jouer dans un club de Ligue 1 qui joue le maintien, c'est pas honorifique pour nous.
son âge parle pour lui, il est entre guillemets dans l'âge de la force, il peut essayer de prétendre mieux, mais c'est déjà une bonne chose pour lui de jouer à Nantes. Du roi, le Barça et le Real Madrid sont en demi-finale. Effectivement, on a joué les quarts des finales de cette compétition. Le Real Madrid qui a battu les Ghanéens sur les scores de 3-2, alors que le Football Club Barcelone a dicté sa loi sur Valence comme en Liga, 5 buts à rien. C'était des scores finales. Bon, après, il faudra dire que c'est deux équipes diamétralement opposées. On a une équipe qui semble se sentir un peu très à l'aise dans notre compétition que la Liga. Et puis, qui est le Barça qui se déploie à tous ses ailes. Je crois qu'on l'a dit depuis le début de cette saison, c'est une équipe taillée, faite pour aller gagner des titres, celle-là. Même s'il faudra dire qu'en Liga, ça n'a jamais été facile. Maintenant, derrière, il y a les Real Madrid, un peu poussifs. Dans d'autres compétitions, que ce soit la Coupe du Roi, on l'a vu en Supercoupe d'Espagne, même en Ligue des Champions, mais qui petit à petit semble retrouver ses marques au fil des matchs. Petit à petit, on a un joueur qui s'impose. Depuis le début de la saison, il est arrivé, il a fait parler des chroniques et des médias, qui est Kylian Mbappé, qui a pris de l'âge, qui a pris la mesure de son club. Et aujourd'hui, forcément, la plupart des choses passent par lui. Et donc, je crois personnellement que c'est 2 victoires méritées, que ce soit pour les Barça, que ce soit pour les Real Madrid. Le prince Neymar, il est de retour au Brésil dans son équipe des Santos et il a même rejoué sur son ancienne pelouse. Effectivement, il a joué comme dans ses habitudes, il aime bien s'y blesser. Mais c'est pas blessé. Non, il s'est blessé. C'est un peu blessé. Il s'est un peu blessé. Hein. Dans ses habitudes, c'était un peu partout. On espère bien qu'il va quand même s'imposer là-bas. Ouais, Neymar Junior, c'est pour moi l'une des plus grosses déceptions que j'ai vues dans le football. Il avait le talent pour faire une très très grande carrière, mais malheureusement les blessures n'ont pas permis à Neymar Junior de faire une grande carrière. Il rebondit au Brésil, je crois il a 34 ans, il l'a fêté récemment. C'est aussi l'âge de songer à la fin. Il va maintenant prendre du plaisir sur le terrain, on l'espère, et on espère pour lui surtout qu'il pourra jouer une dernière Coupe du Monde avec le Brésil. Et en parlant d'âge, Cristiano Ronaldo totalise 40 ans, mais après il est toujours vigoureux sur le terrain de football. Effectivement, le surnommé Cersei a totalisé 40 ans. C'est pas une mince affaire pour un joueur comme lui. Il est en forme. Il dépasse même les joueurs qui sont dans des vingtaines avec tout ce qu'il réalise. C'est vrai. Avec tout ce qu'il réalise, donc pour moi, je vais dire, il est unique à son genre. Vigoureux, c'est ce qui me retient ici. C'est hyper important. Ouais, ça reste Cristiano Ronaldo. Comment parler du football moderne, le football actuel, sans faire référence à ces joueurs, cet immense joueur qui a marqué le temps de génération avec le Real Madrid, que ce soit United, que ce soit la Juventus. C'est un joueur qui a laissé ses empreintes partout où il est parti. Aujourd'hui, il est presque fin carrière, mais il continue à faire des choses que des gamins de 20, 17 ans peuvent. Voilà, les vigoureux. Jusque-là. C'est quand même Cersei. Oui, mais bon, Voilà, il n'est pas des bons. Donc derrière, ce qui lui a peut-être manqué pour qu'il soit vraiment au panthéon, au sommet. Il s'en fout, je te réponds déjà. De sa carrière, ça serait peut-être carré de Coupe du Monde, mais malheureusement avec des Portugais, ça n'a jamais été aussi une belle amour en Coupe du Monde, et surtout sous l'ère Cristiano Ronaldo. Mais écoutez, beaucoup de respect pour lui, et ça reste pour nous un monument et un joueur qui a inspiré tant d'autres joueurs à monter et à montrer qu'ils sont bons dans leur jeu. Voilà, c'est le focus dans la team JMJ et pour aujourd'hui, on va parler du développement du football académique dans les territoires du Haut-Katanga et pour en parler, nous recevons sur ces plateaux de la team JMJ Dani Kayam, il est opérateur sportif. Avec lui, on va donc développer ces sujets, mais d'abord, on va suivre cet élément d'Inès Mkebu pour d'abord circonscrire notre sujet. Le Haut-Katanga a une histoire footballistique à raconter. Sa passion pour ses sports rois est indéniable. Au-delà de ses richesses du sol et du sous-sol, le Haut-Katanga regorge sur toute son étendue les jeunes qui passionnent de devenir de grandes stars. Cette passion se heurte souvent devant le manque d'encadrement. Pour ce faire, elle doit être canalisée et structurée pour donner naissance à des talents capables de briller sur la scène nationale et internationale. Vu la grandeur du Katanga, les académies de football qui ont déjà vu jour sont insuffisantes pour héberger le nombre colossal de ces jeunes. Le Katanga, c'est bien sûr 6 territoires. Et tous ces 6 territoires, il y en a sans doute de jeunes pétris de talents
qui rêvent de devenir des futurs trésors poteaux Robert Kidiaba et Kaitera. Alors, l'encadrement de ces jeunes est crucial dans le développement du football au niveau provincial et même national. Et cela offrira aux clubs congolais des possibilités d'aligner des joueurs locaux dans leur effectif. Ainsi, ils n'auront pas à dépenser des fortunes sur des étrangers qui, au final, ne donnent pas satisfaction parfois. Dans le même sens, ces jeunes vont également alimenter les équipes nationales des léopards dans toutes les catégories. Mais pas que, l'encadrement académique de ces jeunes passionnés du football ne se limite pas à la pratique sportive. Il se veut être un programme inclusif et surtout d'apprentissage d'autres métiers pratiques et scientifiques pour que ces jeunes qui, à l'issue de cet encadrement, ne seront pas seulement footballeurs, mais également des cadres utiles pour la province et la nation. Oui, le défi est énorme, mais avec un peu de volonté, c'est possible de faire du Katanga un vivier de grands talents du football sur l'échiquier national et international. Voilà, Dali Kayam, déjà sur le plateau de la team GMJ, bonjour d'abord. Bonjour, merci Monsieur Merveille pour votre pertinente invitation. Je suis vraiment content, je salue tout le monde aussi. Voilà, avec vous, on parle du développement du football académique dans les territoires du Katanga. D'abord, essayer de faire un état des lieux du football dans les territoires ici en province. Merci beaucoup pour cette question. Comme je l'ai dit dans l'introduction, une pertinente invitation. Vous savez, parler du sport aujourd'hui avec le monde actuel, ce n'est pas comme avant. Avant, le sport n'était que les loisirs, mais aujourd'hui, le sport n'est plus que les loisirs. C'est maintenant le business, c'est aussi le développement, c'est aussi la solidarité et ainsi de suite. Mais par rapport à notre province, vous savez, à un certain moment, je suis en train de me demander l'avenir de notre domaine sportif parce qu'il y a du tout. Il y a de la politique, il y a ce qui fait que, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'initiatives avec plein de défis, notamment liés aux infrastructures, notamment liés aux encadreurs qualifiés, le coach, le centre de formation. Il n'y a pas que ça. Et ça c'est d'abord la ville. Mais si nous allons dans le territoire, vous allez vraiment regretter parce qu'on se pose la question, est-ce que vraiment, avec le ministère du Sport, est-ce que vraiment il y a des politiques pouvant développer les sports dans notre province? C'est un peu très regrettable ces domaines. Donc il y a beaucoup de défis que des opportunités à en sortir. Beaucoup de défis que des opportunités. Ok, vous qui êtes sur un projet d'académie dans les territoires de la province du Haut-Katanga, d'abord, c'était quoi la lecture que vous avez faite sur les territoires en termes de pratique de football pour avoir cette motivation-là? Voilà, dire que par exemple dans des territoires, il y a des footballeurs, il y a des jeunes qui ont du talent, mais après ils ne sont pas bien encadrés. Peut-être c'est la motivation. Et pour faire la lecture générale de la pratique du football dans les territoires du Katanga. Ok, par rapport d'abord à cette question, vous savez, pour moi, le sport, c'est d'abord la passion, avant de réfléchir le sport en termes du développement. Donc, pour moi, de la passion, j'aimais voir les gens jouer, j'aimais voir le jeune être encadré par le sport, mais je me pose la question, quelles sont les retombées du sport, quel est l'impact du sport? Je me suis dit, l'impact du sport, c'est le développement. C'est ainsi que je me suis dit, comment on peut développer le sport dans notre province? Il faut un développement qui sera à la base. À la base, c'est notamment dans des territoires. Les gens qui n'ont pas plus de chance. Mais il y a vraiment des talents dans des territoires où les gens n'ont plus, permettez-moi la théologie, la chance de pouvoir avoir accès à des infrastructures de qualité, à des infrastructures de la génération actuelle, notamment les pelouses synthétiques, ce qui n'était pas avant, notamment les vestiaires, notamment les coachs bien qualifiés. Et je me suis dit, comme moi je suis du centre-ville, nous avons toutes les opportunités ici au centre-ville, je dois aller dans des territoires pour pouvoir attirer de l'attention. Mais quand je suis allé dans les territoires, je me suis rendu compte que même des petites infrastructures qui existaient à l'époque belge n'existent plus maintenant. Donc, il n'y a pas de terrains d'abord, même des terrains qu'on pourra dire
qui a même des pelouses, hein, même des Mayani là, n'existe plus. Donc, au-delà de terrain, il y a aussi le problème d'encadrement. Il y a dans des territoires où il n'y a pas l'entente sportive, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas, au-delà de compétition, il n'y a pas aussi de coach. Au-delà de coach. On va donc revenir sur les défis. Jean, une question? Oui, rebonjour à notre invité pour faire complet. Mais moi j'avais une question, vous parliez ici tout à l'heure du défi que vous relevez. Vous avez aussi parlé de la politique sportive de la province. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes rapproché de ces autorités provinciales pour savoir quelle est la politique sportive que le gouvernement provincial ou même voire national a pour l'encadrement des jeunes? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est quels sont finalement les débouchés de ces jeunes-là qui viennent dans les académies? À quoi s'attendre demain après avoir passé un temps de formation? Est-ce qu'il y a quelque chose de rassurant parce que tout le monde ne finit pas joueur? Voyez-vous, quels sont les débouchés avec ces jeunes que vous prenez sous votre aile et qui peut permettre aux autres qui forcément n'avaient pas envie de venir dans une académie de football de se convaincre à venir vous rejoindre? Vous savez, d'abord, je commence par rapport à la première question. D'abord, je voudrais répondre à la première question. Oui, certes, nous avons rencontré des autorités parce que lorsque je me suis dit d'investir dans le domaine sportif, il faut d'abord savoir ce qui est demandé. J'ai mené des enquêtes, ce qu'il fallait d'abord réunir, notamment sur le plan administratif. Nous avons entamé ces démarches, nous avons vu les autorités, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de politique pouvant développer parce que c'est une politique qui est centrée sur un même endroit, comme par exemple sur les grands clubs, sur un même endroit. Oui, sur le football professionnel. Même le football professionnel, j'ai été certaines choses. Moi, j'ai été, parce que à la division provinciale du sport, je suis passé par là. J'ai même vu l'actuel ministre des Sports provincial. J'ai été avec lui récemment. Je suis allé sur Kibasa Madiba pour pouvoir m'informer parce que c'est là qu'il y a l'entente sportive où j'ai certaines réalités. Ce qu'il n'y a pas d'abord, le football n'a pas connu la décentralisation. C'est d'abord ce qu'on m'a dit. Et ce qui fait que même nous qui sommes dans des territoires, il n'y a pas de compétition. Voyez. Alors, tout ce qu'on a appris, ça a des répercussions sur la deuxième question. Parce que comment voulez-vous assurer l'avenir d'un jeune qui est dans l'académie, par exemple, dans un territoire où il n'y a pas des infrastructures de qualité, où il n'y a pas de compétition? Comment vous voulez que ces joueurs aient la même capacité que celui qui s'entraîne, par exemple, dans des grands clubs de nom que je t'ai cités? Vous voyez, donc, il y a vraiment ces grands défis-là. Même quand nous les faisons en croyant que, par exemple, que partant de nos propres initiatives, on peut arriver à apporter des solutions. Par exemple, vous savez, pourquoi j'ai dit on peut arriver à apporter des solutions? Nous sommes une province qui est vraiment minière. Au-delà d'être une province minière, imaginez-vous, nous avons dans la RDC en général plus de 5 millions d'habitants. Et lorsque nous entrons dans des statistiques, nous avons au moins 70% de la jeunesse. Et Kambof, par exemple, je prends l'exemple qui regorge plus de 200 000 habitants. Plus de 200 000 habitants. Et si nous devons prendre 70% dans les plus de 200 000 habitants, est-ce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des jeunes qui admirent à faire le sport? Il y a des statistiques qui prouvent que demain, on peut avoir un trésor pour tout à Kambof. Mais lorsqu'il n'y a pas de politique d'accompagnement, il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi les associations, il y a aussi les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises minières qui aujourd'hui ne savent pas comment... Oui, Jean. Parce qu'on parle des entreprises minières, moi je me rappelle que les codes miniers réédités 2016, vers la fin... Il y a aussi l'encadrement des jeunes, surtout dans les territoires. Effectivement, pour les entreprises qui viennent s'installer au pays, se dire qu'ils doivent aussi prendre cette élégance de financer dans le sport et les loisirs, dans les culturels, dans la santé, aussi l'éducation. Mais où est-ce que ça bloque? C'est au niveau des structures qui doivent normalement faire ces suivis-là pour qu'il y ait forcément des décaissements d'argent et que cet argent serve à l'encadrement des jeunes,
ou tout simplement il y a ces décaissements, on peut le dire, mais qui n'arrivent pas à Bon, moi je pense que c'est une question que nous devons nous poser tous, surtout nous qui s'intéressons de sport. C'est une question parce que lorsque vous arrivez sur le terrain, vous trouvez qu'il n'y a rien. Parce qu'il faut se poser la question à qui incombe cette erreur, vous voyez? Parce que oui, il y a cette législation qui a été faite par rapport aux entreprises minières, mais nous allons sur le terrain, il n'y a aucun résultat. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous, la population? C'est vrai que qu'on réunit les documents. Nous avons notre statut. Vous voyez, ce n'est pas gratuitement qu'on va vous remettre ça. Ce qu'il faut payer de l'argent. Mais les infrastructures qu'on doit faire, ce n'est pas pour construire à l'intérêt d'un seul club ou d'une seule académie. Mais d'abord pour... Les clubs sont privés, pour dire. Non. Au-delà d'être un club privé, c'est assuré. Le gouvernement intervient pour harmoniser l'environnement. Mais nous rendons compte que cet environnement-là n'est pas harmonisé. Nous sommes délaissés. Vous ne pouvez pas évoluer dans un milieu où le papa ne dit rien, où le papa ne fait rien, où le papa ne se rassure pas que l'évolution il y a. Ce n'est pas quelque chose à apprendre à quelqu'un. Descendez dans le territoire, par exemple Sakania, en Poitou, allez-y, vous allez voir qu'il n'y a rien. Même s'il faut représenter, même si... Mais encore, il faudra qu'on fasse la différence, qu'il y ait cette nuance-là. Ici, quand on parle du manque d'accompagnement, c'est ce qui est étatique, effectivement, ce qui est officiel. On parlait par exemple du cas du Sénégal, on a Sacré-Cœur, on a Diamba, c'est des académies créées par l'État et subventionnées par l'État. Mais quand c'est une initiative privée, est-ce que forcément il faudra que l'État accompagne cette initiative? Nous déplorons d'abord au niveau des infrastructures et des compétitions. Vous savez, il y a des institutions habilitées à organiser ces compétitions-là. Ce n'est pas moi, individu, de me réveiller aujourd'hui et d'organiser une compétition. Nous nous organisons à notre niveau. Okay? À notre niveau, nous avons fait les tout d'avoir des documents. À notre niveau, nous avons réuni plus de 100 jeunes pour les former. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait à ce qui concerne les compétitions? Au-delà du gouvernement, oui, il y a des ententes. Les attentes, je vous ai dit, ici c'est beaucoup plus, ça n'a pas beaucoup plus dans les territoires. Je suis dans les intérieurs, vous voyez. Je ne suis pas vraiment au centre-ville. Même ceux qui sont au centre-ville connaissent le même problème. Ça, je vous l'ai dit, connaissent le même problème. D'abord, nous qui sommes dans des territoires, comme je vous ai dit, le football n'a pas connu une division dans le territoire. C'est que dans le territoire, il n'y a pas un suivi. Et donc, pour nous, par exemple, de Kambov, on s'adhère à l'ICACI. Mais pour quelle infrastructure? Vous voyez? Et nous, si vous dites que c'est une initiative privée, oui, c'est vrai. Mais c'est pour que cela puisse vous rapporter. Mais si on n'assure pas d'abord ceux qui sont habilités à assurer, n'assure pas l'organisation des compétitions, n'assure pas des infrastructures pour que ces jeunes-là puissent compétir avec les autres. Croyez-vous que nous qui investissons, on aura encore l'appétit ou le goût de continuer à investir pour rien? Non. C'est compliqué. Il faut qu'il y ait ce suivi-là. Ouais, déjà moi, avant de poser ma question, déjà j'aimerais vous dire félicitations, Monsieur Dani Kayem, parce que pour moi vous êtes quand même une forme d'espoir pour le football congolais, voir un jeune comme ça qui, on rappelle ici, vous êtes président de l'académie AS Kwimina, ça, de Kambov. C'est exceptionnel ce que vous faites parce que à ce niveau-là, c'est quand même rare et très rare de trouver un jeune qui investit. Mais ma question, premièrement, porte d'abord sur... Vous avez parlé de la passion. Et si vous en êtes là, c'est parce que vous êtes forcément passionné du football. Mais quel niveau technique vous avez pour pouvoir détecter ces jeunes-là? Moi, je rêve, comme vous, de voir le prochain Tazamputu sortir de Kambov. Mais personnellement, à votre niveau, est-ce que vous avez l'œil? Est-ce que vous avez l'expérience nécessaire? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement encadrer ces jeunes-là? Parce que vous parlez d'encadrement, qu'est-ce qu'il y a réellement au sein d'abord de votre académie? Ok, de prime abord, je commence d'abord par dire de la passion. Vous voyez, c'est la passion, celui qui est passionné fait des recherches sur ce qu'il veut faire. Je vous ai dit que j'ai fait d'abord des enquêtes sur le sport.
J'étais allé là-bas à Kambov pour une autre mission où les jeunes sont venus auprès de moi m'exprimer leur volonté, que nous sommes dans notre territoire, mais on aime le sport, mais on n'a pas de ballon et tout. Je dis, moi je n'aime pas parler, j'aime venir voir si réellement il y a des jeunes. Et je suis descendu, j'ai vu des jeunes. En voyant les jeunes, j'ai dit non, on évolue ensemble. Moi, je vais me battre pour que nous puissions entamer avec les infrastructures. Je suis très bien accueilli. Le chef de localité de Kangambo, à qui je rends hommage, qui a donné le nom de Kwimina Academia, parce que je l'avais dit, donne-nous le nom de l'académie, ils sont les notables qui ont donné le nom de Kwimina Academia. Et nous avons évolué dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Je dis, mais il faudrait qu'on détecte les jeunes. Je suis rentré à Lubumbashi, j'ai pris le chef de bureau de l'UNILU, qui s'en charge de la division du sport. Pour ceux qui ont fait l'UNILU, les connaît, à qui je rends hommage. Il nous a accompagnés à recruter d'abord des jeunes. Parce que avoir un peu comme les autres clubs le font, ils appellent de gauche à droite, c'est avoir beaucoup de moyens. Et nous, c'est par la volonté. On n'a pas que ça. On a aussi d'autres initiatives et entreprises qu'on a déjà lancées de gauche à droite. Donc si je comprends bien, vous n'avez pas de staff technique, vous n'avez pas d'entraîneur habilité. De recrutement. Vous voyez comment ça s'est fait? Est-ce qu'on a appelé quelqu'un qui s'en charge de la division ici à l'UNILU? Il a de l'expérience, ça fait plus de 30 ans, selon ce qu'il m'a dit, et c'est ce qui est vrai. Il a recruté les jeunes, nous avons payé ce qu'il fallait payer. On a notre concession qu'on envisage construire maintenant pour installer les clubs. Alors moi, je me suis dit, pour que ça attire beaucoup de gens, il faut qu'on voie la volonté que nous avons. Par rapport à moi j'ai la volonté. J'ai réuni des jeunes qui nous accompagnent et j'ai décidé qu'il faut d'abord que Kambov soit écouté, entendu partout. À Kambov aussi, c'est un grand territoire qui peut aussi recevoir des compétitions. Parce que là, j'ai amorcé une initiative de pouvoir d'abord faire un état des lieux général de Kambov afin de projeter une compétition bientôt qui va se passer à Kambov à caractère provincial, qui va se passer à Kambov où nous allons réunir tout le club. Et ça, c'est un à Kambov. privé. Ça ne sera pas privé. La vraie question, la vraie question de Joël, c'est voilà. la vraie question de Joël, c'est Moi, sur. je suis investisseur. Je peux initier avec les personnes habilitées à pouvoir accompagner ces... D'accord. La vraie question, c'est sur la formation de ces C'est jeunes. justement parce que là, vous vous pouvez, moi je pense que vous pouvez trouver la perle rare, mais peut-être qu'il va vous manquer ce regard technique-là sur ce joueur-là et vous risquez de promouvoir un autre jeune joueur alors que le véritable talent, il était ailleurs. Moi, c'est ça ma crainte. Ma crainte, elle est plus technique. Est-ce que vous avez réellement les moyens de détecter les véritables talents qui se retrouvent à Kambov? Je vous ai dit comment la procédure s'est faite et c'est lui qui nous accompagne, le chef du bureau de division du sport à l'UNILU, c'est lui qui nous accompagne pour détecter ce jeune-là. Et ils suivent des encadrements ou des formations. Et en cas de... Il part là-bas de temps en temps, mais pas de manière régulière sur place, il y a celui qui les encadre. On est d'abord dans ce qu'on peut dire dans l'ancien temps, parce qu'on ne formait pas les jeunes comme ce qui se passe à Lubumbashi avec beaucoup d'académies qui ont beaucoup plus évolué. Parce qu'on est encore dans nos débuts, on fait nos efforts pour pouvoir... Mais le plus grand souci, c'est quoi? Parce que le tournoi, c'est pas pour promouvoir un peu le jeune. Est-ce qu'il sera congolais au moins? Il sera louchois au moins. Mais le but, c'est quoi? Parce que le fait que le tournoi sera organisé là-bas, et je pense qu'il y aura un grand regard, même des entreprises, de pouvoir songer à implanter une entreprise et les infrastructures, par exemple un terrain synthétique. Et je pense qu'avec ce terrain synthétique, par exemple ici à Kibasa, on a exigé $100 pour les entraînements. Ce que moi j'ai appris, hein, si vous avez un club qui veut aller jouer sur place, il faut payer. Et je pense que si nous organisons ce tournoi-là sur place et qu'une entreprise songe à construire un terrain, ça ne sera pas à 100, ça sera à un prix un peu bas. Comme nous, pour le moment, on ne sait pas construire un terrain synthétique. C'est vrai que nous avons déjà amorcé des démarches avec de prix et de montants et tout. On cherche des investisseurs pour ça. Mais au moins, on peut commencer d'abord à louer ce qui existe
sur place. Et je pense comment les motiver, c'est lorsque les jeunes seront sur place, ils voient qu'il y a des jeunes, il y a des initiatives allant dans le centre de sport. Et je pense que ça peut inciter beaucoup de gens à pouvoir nous doter de cette. On croise donc les doigts pour voir Kambov produire des grandes stars du football ici en République démocratique du Congo. Et nous, on va poursuivre avec ce numéro de la team GMJ. On dit merci d'abord à vous, messieurs Dani Kayembe, pour la participation dans cette émission et aussi avec toutes ces réponses en rapport avec notre sujet. Et ici, on va faire un pas dans l'histoire pour évoquer 2014, une année où on avait quand même un bilan positif pour ce qui est des interclubs de la CAF. Bien sûr, avec nos équipes ici de la République démocratique du Congo, le TP Mazembe et l'SV Club de Kinshasa. Voilà, Joël Baniwa, on refait l'histoire. On fait l'histoire. Et justement, lors de cette année 2014, c'est une année ou une saison qui a marqué l'histoire du football congolais. Lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF, deux géants de la République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi ainsi que l'AS Vita Club de Kinshasa, ils se sont affrontés dans cette phase de groupe qui était d'ailleurs particulièrement relevée à cette époque-là. Dans ce groupe, on retrouvait Al Hilal Omdurman du Soudan ainsi que l'équipe de Zamalek d'Égypte. Cette campagne restera dans les annales tant par la qualité du spectacle qui a été proposé, mais aussi par les performances surtout de ces deux géants du football congolais. Les Corbeaux de Lubumbashi et les Moscovites de Kinshasa ont démontré leur supériorité tout au long de la phase de groupe. Le TP Mazembe, emmené par son entraîneur Patrice Carteran, et l'AS Vita Club dirigé par un certain Jean-Florent Ibengue se sont livrés une bataille acharnée pour décrocher la première place de ce groupe. Vita Club avec un collectif bien huilé à l'époque, avec des individualités comme Firmin Moubele qui finira d'ailleurs Ballon d'Or africain, et c'est ce groupe-là qui a surpris les nombreux observateurs du football congolais. Les Moscovites ont terminé à la première place du groupe grâce à leur solidité, accumulant 11 points sur les 6 matchs disputés. Le tout-puissant Mazembe Anglebert, pour sa part, a terminé à la deuxième place avec 10 points, assurant également donc sa qualification pour les demi-finales. Les deux équipes ont prouvé leur domination en laissant bien évidemment Zamalek et Al Hilal Omdurman loin derrière au classement. Les deux affrontements entre Vita Club et l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert en phase de groupe a captivé l'attention de toute la République. À Kinshasa, l'AS Vita Club s'était imposé sur le score de 2-1 dans une ambiance survoltée au stade Martyr de la Pentecôte. Match retour à Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe Anglebert a pris sa revanche en s'imposant par la petite note d'1-0 dans un match serré où le Corbeau en fait preuve de grand caractère. Ces matchs ont non seulement confirmé la rivalité historique entre les deux clubs, mais ont aussi montré la puissance du football congolais sur le continent. Les deux clubs se sont arrêtés, et ils ne se sont pas arrêtés justement en si bon chemin. Après cette étape des phases de poule passées chacun, le tout-puissant Mazembe Anglebert malheureusement va s'arrêter en demi-finale, et l'AS Vita Club de Kinshasa, lui, pour sa part, a pu justement aller en finale, mais cette équipe dirigée par Jean-Florent Ibengue s'est inclinée en finale face à l'équipe de l'AS Sétif d'Algérie dans une double confrontation qui a donné au score final 2 buts partout. L'avantage au but à l'extérieur a donc donné le titre à l'équipe algérienne. La campagne 2013-2014 a montré au monde la puissance du football congolais avec deux équipes atteignant les sommets du continent. Si le TP Mazembe et l'AS Vita Club de Kinshasa restent rivaux, leur parcours commun en 2014 reste une fierté nationale et un rappel de ce que le Congo peut offrir dans le chéquier continental. C'est donc ça 2014, une année exceptionnelle quand même pour la RDC, voir deux clubs d'un même pays, deux clubs historiquement opposés, arriver jusqu'en demi-finale, c'était exceptionnel. Depuis 2014, on n'a jamais revu ça en République démocratique du Congo, et surtout on espère plutôt pour notre championnat revivre ce genre de performance, mais 2014 reste une année exceptionnelle pour notre championnat. Et c'est la meilleure. 2014 c'est la seule dans l'histoire, dans le calendrier on va dire, c'est la seule où on a vu deux clubs congolais au firmament du football africain. Ouais, ça il faut le dire, et surtout ils sont dans un groupe avec des géants d'Afrique comme Al-Ahly, et puis il y a les Zamalek derrière. Vous savez que c'est toute l'histoire du football africain qui se conjugue, et c'était pas aussi facile de sortir de ces groupes-là. Je pense que c'est plutôt l'équipe des Vita Club qui était superbe lors de cette année-là. Raison pour le dire qu'ils sont arrivés même en finale de cette compétition, mais derrière il y avait un Mazembe qui était, faut le
dire, en train de se reconstruire aussi, à un moment avec les départs Parce qu'en 2015, tout à fait, effectivement, ils ont gardé cette dynamique et remporté la compétition l'année suivante. Donc personnellement, je suis vraiment d'accord avec Joël. Il faudra dire que c'est l'une des meilleures années de notre football, parce que ça n'arrive pas chaque jour, même pour des grands pays de football africain comme l'Égypte ou je sais pas, la Tunisie, l'Algérie ou le Maroc. C'est vraiment rare de voir des clubs dans un même groupe et sortir, et les deux sortir, c'est ça les plus difficiles. Donc en gros, je pense que ça doit nous rappeler et nous dire que notre football, franchement, il est en train de se mourir. Et ce n'est plus ce qu'on est en train de voir. Notre football est en train de se mourir et on a espoir avec messieurs Dani. En 2014, on avait quand même une belle histoire. Mazembe Club en demi-finale de la Ligue des Champions. Et on espère revivre ça. Est-ce que vous avez vécu de près cette histoire-là, 2014, Mazembe Club en demi-finale de la Ligue des Champions? Il n'y a pas que 2014, il y a 2009 quand Mazembe. Ça c'est Mazembe 2014, oui, il y a 2014, c'était quand même seul. Oui, en 2014, c'était quand même un moment très remarquable. C'est d'ailleurs parmi les moments qui me passionnent encore de voir ce match. Évidemment, c'est donc l'histoire à garder donc dans l'esprit, parce que c'était la belle histoire de notre football ici en République démocratique du Congo. Il y a aussi un joueur qui a marqué l'histoire de notre football, il a marqué les esprits, il a marqué des générations. Aujourd'hui, c'est une légende, oui, on n'a pas tort de l'appeler les légendaires. Robert Kidiaba, il est donc repris dans notre panthéon Jean-Chui. Tout à fait. Après, il faudra quand même signaler, on a fait une émission d'entrée, la toute première d'ailleurs, historique sur Robert Kidiaba, et aujourd'hui, on le place au panthéon de joueurs qui ont marqué l'histoire du football congolais, africain et mondial. Mais qui est Robert Kidiaba? Robert Kidiaba Mouteba, né le 1er février 1976 à Lubumbashi, était un ancien gardien de but congolais qui a marqué l'histoire du football africain. Il a passé l'essentiel de sa carrière au tout-puissant Mazembe, avec qui il a remporté plusieurs titres continentaux, dont la Ligue des Champions de la CAF en 2009, 2010, 2015. Il a également disputé la finale de la Coupe du Monde des clubs en 2010, une première pour un club d'Afrique noire, où, il faut le dire, cette célèbre réputation place donc Robert Kidiaba au sommet et au rang de grand gardien du continent. Célèbre pour ses arrêts et réflexes et son leadership sur le terrain, Kidiaba est aussi connu pour sa fameuse célébration où il rebondissait sur ses fesses, allez-y comprendre, après un but de son équipe. Avec la sélection congolaise, il a participé à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations, décrochant notamment la médaille des bronzes en 2015. Après sa retraite sportive, il s'est converti en politique. J'ai les signalé, devenant député national en RDC. Sa carrière reste un exemple de longévité et de dévouement au football congolais. Aujourd'hui, il continue à pratiquer du sport comme étant technicien et coach pour les gardiens de but à la sélection nationale, mais aussi au sein du tout-puissant Mazembe, son club adoré. Voilà, Robert Kidiaba, député provincial, on va dire, il faut corriger. Voilà. Il faut corriger Robert Kidiaba. Voilà, c'est une légende, c'est un légendaire joueur de notre football congolais. On les garde encore à l'esprit, mais Joël Banoua, qu'est-ce qui vous a encore plus marqué? Parce que aucune canne pour Robert Kidiaba, juste la 3e place, et après il y a aussi un chan pour lui, mais beaucoup plus dans le club. Le TP Mazembe, c'est là qui a aussi beaucoup donné et beaucoup marqué les esprits. Oui, Robert Kidiaba, c'est plus que ça, c'est une légende continentale. C'est plus un joueur qui appartient à la RDC. Vous allez remarquer que quand il y a des grandes cérémonies au niveau de la CAF, il y a Robert Kidiaba qui participe pour ce qu'il est, en tant que légende du football africain. Donc il n'appartient plus seulement aux Congolais, et c'est quelqu'un, en fait, c'est vrai, il lui manque certains trophées, comme Cristiano Ronaldo manque la Coupe du Monde, mais c'est ce qu'il a fait. Non mais voilà, Robert Kidiaba peut le dire qu'il se fout de la canne, parce qu'aujourd'hui c'est un monsieur qui est déjà légendaire, parce qu'aujourd'hui ce qu'il a réalisé c'est pas rien. Vous savez, dans le football aussi c'est les émotions. Kidiaba, il a connu des débuts difficiles au sein du TP, il a réussi sa carrière, il a gagné énormément des titres, mais seulement que c'est les gens de gardiens
que vous avez envie de voir. Quand Kidiaba est sur le terrain, vous avez envie de voir ce gardien parce que c'est un gardien spectaculaire. Aujourd'hui, le poste de gardien se réinvente, c'est pas ce que c'était avant, c'est plus les El Hadari, c'est plus voilà, aujourd'hui il reste encore Djigui Diarra qui aujourd'hui est un monument. Mais aujourd'hui, Kidiaba reste une légende pour les émotions aussi qu'il a données. Au sein du TP Mazembe Anglebert, il y avait 2 stars à mon avis, Trésor Poutou et Robert Kidiaba, parce que c'est les genres de stars qui vous poussent à venir au stade, qui vous poussent à venir les voir, parce que c'était des légendes. Sa carrière n'a pas été que facile, il a connu beaucoup de difficultés. Même moi, en tant qu'analyste, j'ai crié sur Kidiaba à travers ma télé, mais ça a construit sa légende, ça a construit la carrière qu'il a eue. Et aujourd'hui, c'est un homme voilà, qui a le respect non seulement de la RDC entière, mais de tout le continent africain, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Robert Kidiaba, et en RDC, il n'y a plus les gens qui ont la race ou qui sont fabriqués du même bois que Robert Kidiaba. Et évidemment, c'est difficile d'être samedi à la télé sans suivre cette émission, la Team GMJ. Jean, Merveille, Joël, pour vous, chaque samedi, nous sommes là pour vous servir, bien sûr, et vous communiquer cette belle émotion footballistique et aussi dans le monde du sport en général. On va se retrouver encore les samedis prochains pour un autre numéro de la Team GMJ. Ce sera pour notre plaisir de vous servir. Merci.